bonjour à tous Et à toutes. et à toutes. Du coup, je vous présente Édouard, un coach technique du Grand Est qui va vous guider à travers la Terre du Milieu. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Édouard Mangel, je viens de Strasbourg. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler de legacy, de couplage, de refactoring. Tout ça au travers d'une quête épique pour sauver notre code et protéger notre santé mentale. Et autour de cette présentation, il se pourrait que des fois, il y ait des syndromes de stress post-traumatique qui ressortent. Et je m'en excuse par avance si c'est le cas. Pour démarrer, je vais vous présenter l'entreprise Legacy Corp. Legacy Corp, c'est une entreprise qui a été fondée au millénaire dernier, qui est quasi en monopole sur son marché. À l'origine, un anneau avait été forgé, fournissant un service unique à tous ses utilisateurs. Puis, 3 services ont été fournis pour les ops, plus stables, plus tranquilles. 7 anneaux ont été forgés pour les développeurs, plus constructeurs, plus dynamiques. Et 9 anneaux, enfin, ont été formés pour les managers. Plus avides de pouvoir et donc plus facilement corruptibles, ils ont tous été corrompus car un anneau avait été forgé, un service pour les coupler tous. Le couplage, qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une mesure qui va servir à indiquer le volume d'informations qui est partagé entre deux composants. Donc, composants au sens large, ça peut être des fonctions, des classes, des modules ou carrément des programmes entiers. Plus les composants partagent d'informations, et plus la modification d'un de ces composants va devoir entraîner des modifications dans l'autre composant ou les autres composants avec lesquels il peut être couplé. Et le grand problème de ça, c'est que c'est une notion transitive. C'est-à-dire que si A, le composant A, est fortement couplé à B, alors si B est lui aussi couplé à un module C, alors toute modification dans le composant A peut nécessiter des modifications non seulement dans le composant B, mais aussi dans le composant C, et ça, jusqu'aux frontières de toute la codebase. Donc le couplage fort, c'est un enchevêtrement dangereux. On peut voir ici le diagramme d'architecture de Legacy Corp, où le user service, au centre de tout, est couplé à absolument tout le reste de l'entreprise. C'est ce service-là, cette brique d'identification et d'authentification qui fait le couplage et qui est là pour les lier tous. Donc les programmes de Legacy Corp, c'est une entreprise qui est enchevêtrée, qui est enchaînée par son passé. C'est un monolithe maudit. Chaque modification d'une ligne peut tout casser. C'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des régressions dans le système d'envoi de mail alors qu'on n'avait touché que les templates HTML. On a des dépendances invisibles. La moindre modification peut aller casser des comportements dont on ne savait même pas qu'ils existaient. Et à cause de cette dette technique, on se retrouve dans une situation pas possible où au final, on a des bugs en permanence et chaque correction de bug peut même entraîner à son tour de nombreux bugs à la suite. Donc les conséquences de ça, c'est qu'on ne refactore plus. Donc là, les changements structurels du code, on oublie, parce que quand on est dans une situation où la moindre modif peut entraîner des bugs en production et casser des comportements que les utilisateurs attendent, on n'a pas la sérénité de se dire « tiens, on n'a pas la structure idéale, mais on pourrait l'améliorer ». On néglige la qualité. Les tests, pas le temps. Là, il faut livrer quand même. Et dans ces cas-là, on ne peut absolument plus rien planifier. Quand on est dans ce genre de situation où chaque correction de bug peut entraîner d'autres bugs, c'est comme ça qu'on se retrouve tous les jours, pendant un sprint entier, à aller au daily stand meeting avec la boule au ventre, parce que tout ce qu'on a à dire, c'est « non mais promis, là c'est vraiment bientôt fini ». Ça vous est déjà arrivé pendant 2 semaines de devoir tous les jours arriver et dire « non mais là j'ai quasi fini ». Puis après on a presque complètement vraiment bientôt fini, et ainsi de suite. Et ça, c'est une situation qui est vraiment pas agréable pour personne, parce qu'on a des tickets qui traînent, et même si nous, au quotidien, on se démène, on fait des efforts, on avance, mais au final, on n'a quand même rien à montrer, parce qu'on est toujours en train de corriger des problèmes de compilation qui sont liés par la modif qu'on est en train de faire. En gros, dans cette situation-là, on est vraiment esclave des bugs. On est tout le temps en train de se battre contre notre propre solution. C'est comme si on courait un marathon avec de l'eau jusqu'aux genoux. On a l'impression de dépenser beaucoup d'énergie, mais vraiment on sent qu'on n'avance pas beaucoup, quoi. Et malheureusement pour Legacy Corp,
La concurrence arrive. Des startups plus agiles viennent menacer le monopole de Legacy Corp en allant sur des marchés de niche, grappiller quelques clients par-ci par-là, et on sent bien qu'il va falloir faire quelque chose si on veut faire survivre l'entreprise. Pour voir cette aventure qui s'avance pour Legacy Corp, on va commencer par la Comté. La Comté, c'est le département R&D. Là-bas, c'est tranquille, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de dette technique, il n'y a pas de « on a toujours fait comme ça ». Les hobbits n'ont jamais vu un null pointer exception. Ils n'ont que faire du monde extérieur. Mais malheureusement, il y a un événement qui va secouer le département R&D, c'est le départ du dev senior. Bilbo a tout construit, il connaît tous les secrets. Et il part, malheureusement, juste après un burn-out, parce qu'il veut faire un métier qui a du sens. Il va conduire un food truck. Donc il laisse tout ce qu'il possède à Frodon, mais on va voir que son héritage, malheureusement, c'est pas que des cadeaux. Le README mis à jour il y a 10 ans, les secrets dont on se dit, bon, on verra plus tard pour les sécuriser, des fichiers de Glucode, de Bilbo Magic, dont seul lui savait ce que ça faisait, et le OneRing.java, dont on dit qu'il ne faut surtout pas le toucher. Dis-moi, Gandalf, c'est quoi ce OneRing.java ? Quand on ouvre ce fichier, le OneRing, déjà, on peut voir des commentaires en en-tête, dire « to do », il va falloir quand même refactorer ça. FixMe, ne surtout pas renommer cette classe. Déjà, normalement, quand on arrive sur ce genre de code, il vaut mieux avoir très très peur. Enfin, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai déjà eu ce genre de code en production et effectivement, quand ces commentaires sont généralement là pour une raison. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas cette raison. Ensuite, dans cette classe qu'on peut voir, on commence déjà par avoir des variables dont on se dit instance, getCurrent, on a affaire à un singleton. Le singleton, en termes de couplage, on est juste à l'avant-dernier niveau de l'enfer. On est vraiment au niveau 6 sur 7, c'est-à-dire que dans l'étude originelle sur le couplage, qui date de 1957, on a les variables globales, donc tout ce qui est singleton, variables partagées, état de mémoire commun, c'est l'avant-dernier niveau de couplage. Et le problème de ce genre de choses, c'est que, étant donné que c'est vraiment très pratique, on peut y accéder depuis n'importe où dans l'application, c'est-à-dire qu'on y accède depuis n'importe où dans l'application. Donc, toute modification à ce singleton, à son état, peut introduire des régressions dans des endroits complètement insoupçonnés. On peut voir aussi qu'on envoie des mails, on a des nombres magiques, avec des choses qui renvoient des nuls, et parfois même des avertissements implicites, ne pas supprimer. On sent bien que quelqu'un a essayé et que ça ne s'est pas bien passé. Mais pourquoi, comment, ça, soit vous avez la chance d'avoir un ancien comme Bilbo pour lui demander, parce qu'il s'en souvient, soit vous pouvez essayer de le supprimer quand même pour voir ce qui se passe, mais je vous recommande de ne pas pousser ça en production. On peut aussi trouver parfois dans les codebases un peu compliqués des castes non safe, avec, en se disant bah, tiens, non mais c'est bon, là on est sûr qu'on va avoir un in, donc on va le parser comme ça, sans sécurité, ça devrait bien se passer. On peut aussi trouver des requêtes SQL directement en plein milieu de la logique métier. On peut aussi trouver, bah, tiens, tant qu'on y est, autant prévenir l'utilisateur que ça s'est bien passé, quoi. On va lui envoyer le mail directement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et pourquoi est-ce qu'on hérite de Abstract Badge Manager Service Utile? Ça, malheureusement, c'est des choses qu'il va falloir que Frodon découvre par lui-même, mais pour l'aider, il va pouvoir heureusement avoir quelques compagnons. À commencer par Gandalf. Gandalf, l'Engineering Manager, et c'était le mentor de Bilbo. Contributeur Unix depuis le siècle dernier, il a mené de nombreuses batailles contre la complexité, et c'était même lui le tech lead original du framework maison. Il sait la menace que représente l'anneau. Il était là depuis le début, il a vu de nombreuses régressions et de nombreuses crises qui ont été menées à cause de ce couplage. Il va donc être un précieux allié dans cette quête. Pour les aider, on va aussi avoir Aragorn, coach agile externalisé. Personne ne sait d'où il vient. Il a bossé dans des grosses boîtes, mais il n'a pas le droit de dire ce que c'est parce que, soi-disant, il a signé des NDA. On sait juste qu'il coûte très cher et que, en tout cas, il a l'air calé et il a l'air très très documenté sur ce qu'il raconte. Mais malheureusement, dans leur aventure, ils vont devoir faire face à des process infernaux. C'est le logo Jira. Les process infernaux qui ont été mis
malheureusement au fur et à mesure, qui rôdent à l'affût de quiconque aurait essayé de tenter de merger 2 pouces, sans les 2 pouces et les 80% de coverage, et bien sûr le sonar cube. Ils sont attirés par tous ceux qui touchent à l'anneau. Parce que forcément, dès qu'on a des modifications dans cette classe, ça a eu tellement de régressions qu'on a mis des alertes automatiques pour que dès qu'il y a la moindre modification dans ces classes-là, il y a des alertes qui partent. On ne sait pas exactement où elles vont, mais on sait qu'en tout cas, c'est le branle-bas combat et on ne peut pas y aller comme ça. Après, il faut comprendre que ces process-là ne sont pas arrivés par hasard. C'est des choses qui, à force de régression, de crise, d'astreinte peut-être même, qui ont été déclenchées. Au bout d'un moment, on se dit non, on ne veut plus jamais ça, et donc chacun essaye de faire à sa manière et dans son scope ce qui est en son pouvoir. Donc mettre des process en place, c'est quelque chose qui paraît logique sur le moment, mais au bout d'un moment, à force d'empiler des process sur des process, je pense que vous avez déjà une bonne idée de ce que ça peut donner. Si ça ne vous est pas encore arrivé, je vous envie. Et donc pour ça, on va réunir un peu toutes les équipes parce que l'anneau étant une menace structurelle sur l'entreprise, il faut quand même consulter un peu tout le monde. Donc pour ça, on va déjà commencer par aller voir Elron, le staff engineer. Il a survécu à la migration Oracle vers Postgre de 2014 et il était là quand il y avait déjà une tentative de découpler l'anneau du reste de la codebase. Il était là quand on a refusé de merger cette pull request. On va donc mener une grande réunion d'architecture. On commence par annoncer l'ordre du jour, donc on est là pour découpler l'anneau et voir techniquement qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à se séparer de cette complexité. Donc on va décider qu'est-ce qu'on fait de ce user service. Product owner, on n'a qu'à l'utiliser à son plein potentiel. Moi, je ne comprends pas le problème. On a un super couteau suisse, c'est génial, ce truc. Ça nous permet de tout faire. En plus, on peut y accéder depuis n'importe où. On a accès à la base de données, on peut envoyer des mails. Enfin, vraiment, quel est le problème? On a un super outil polyvalent qui fait tout en même temps, vraiment. Aucun problème. Et là, vraiment, on voit que ceux qui sont expérimentés commencent à sentir qu'il y a un danger là-dessus. Et Aragorn, donc avec son expérience, commence à dire non, ça va se retourner contre nous. C'est pas une bonne idée de faire ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'un Scrum Master connaît à l'architecture? C'est pas un bougeur de post-it qui va m'apprendre la technique quand même. Oh, doucement. Donc là, Legolas, Dev Frontend, c'est que Aragorn, c'est pas un simple Scrum Master. C'est l'héritier du trône des Isildur et c'est lui l'architecte légitime du module de paiement. Boromir, il en vient du module de paiement. Ça le touche un peu qu'il y a un architecte, sinon, non, team paiement, c'est une feature team auto-organisée. On n'a pas besoin d'un architecte tour d'ivoire là, qui va nous pousser des diagrammes et ensuite après nous dire comment est-ce qu'on doit faire notre boulot, quoi. Mais bon, bref, c'est la réunion d'architecture classique. Personne n'est d'accord, tout le monde a un avis et personne ne veut faire de compromis. Vraiment le classique, quoi. Jusqu'à ce que Frodon prenne la parole. Frodon, donc SysOps, dit si c'est comme ça, je vais prendre le ticket. Je peux porter l'anneau jusqu'au Mordor et le jeter dans les feux de la montagne du destin. Donc on va rédiger un ADR, parce que quand même on a passé 4 heures à discuter, il faut bien qu'il y ait au moins un truc qui soit produit. Donc on va faire ce qu'on appelle un Architecture Decision Record. Donc c'est un document en Markdown qui a pour but de garder une trace de toutes les décisions d'architecture qui sont faites. Et il y a plusieurs manières de les faire, mais dans les grandes lignes, on va à chaque fois retrouver le titre et un numéro, le statut, histoire que si jamais il y a des statuts qui sont soit en cours de validation, qui sont obsolètes, qu'on sache si c'est quelque chose qui est encore actuel ou pas. Très important de présenter le contexte dans lequel on se situe. Donc là, on voit qu'il y a un anneau qui a une complexité qui grandit, ça augmente les incidents de production, donc il faut absolument le retirer. Donc la décision, c'est de le détruire. Et les conséquences qu'on attend, c'est on va finalement se séparer de ce truc, on va découpler définitivement ce user service du reste de l'application. Le risque, personne n'a jamais réussi. Budget, on va mettre 9 personnes pour une durée indéterminée. Et la success metric, ce sera le One Ring doit être supprimé de la production. On va aussi noter quelques alternatives qui ont été rejetées. Éventuellement, on peut même les justifier. Comme ça permet de se dire, dans 6 mois, pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça? On a plein de problèmes. On aurait dû faire comme ça. On peut voir souvent que l'autre alternative, on l'avait déjà envisagée. Et c'est juste qu'au moment où on a pris la décision, on a jugé qu'on préférait avoir les problèmes de la solution A plutôt que les problèmes de la solution B. Donc, finalement, le conseil d'Elron, on clôture, on dit « Ok, allez, ça y est, même si on a mis un peu plus de temps que prévu,
on va faire le refactoring nécessaire. Donc on part avec une team cross-fonctionnelle, autonome, avec donc notre coach agile, notre engineering manager, un dev front-end, Legolas, notre product owner, Boromir, Gimli, dev back-end expérimenté, Frodon et Sam, qui viennent du département R&D et qui sont plutôt en charge des ops, et puis 2 alternants, ils étaient là, donc autant les emmener avec nous, quoi. Donc là, par contre, on démarre, mais Boromir tout de suite annonce la couleur. Bon les gars, refactorer c'est bien gentil, mais on ne peut pas passer 6 mois à refactorer. Nos clients, ils attendent qu'on leur livre des story points, ils attendent qu'il y ait une business value à ce qu'on fait, donc je vous préviens, on peut avoir un peu de lest et prendre un petit peu de temps pour poser des bases, mais là, quand même, on a des impératifs, on a une migration qui nous attend, et ça, les utilisateurs nous attendent au tournant. Donc c'est parti. On part sur le sprint 0, où on choisit la stratégie, on choisit les outils qu'on va mettre en place, et puis les méthodologies de travail. Et c'est parti pour la refonte. Donc là, on va prendre le chemin évident. La solution vraiment by the book. Toutes ces bonnes pratiques qu'on pensait pouvoir mettre, qu'on n'était pas capable de mettre en place sur le legacy, maintenant qu'on est libéré, c'est parti, on y va. On prend tous les mots-clés à la mode, on y va sur clean architecture, tous les trucs en DD là. Et normalement, écoutez, franchement, avec toutes les bonnes pratiques, ça va forcément aller super vite. En tout cas, si on en croit les coachs LinkedIn, il n'y a aucune chance que ça se passe mal. Malgré ça, au bout d'un moment, on se rend compte que malgré les patterns mis en place, malgré l'architecture clean et tout ça, on peut se rendre compte qu'on a des tests qui nous ralentissent. Parce que sans l'expérience d'un code découplé, quand on commence juste à passer d'un gros legacy un peu monolithique, assez couplé, on n'a pas forcément l'expérience de ce que c'est une architecture modulaire avec des tests automatisés qui sont adaptés à cette nouvelle architecture. On va généralement avoir un couplage entre les tests et l'implémentation du code, ce qui fait que les tests sont aussi fragiles que le code lui-même. Donc à chaque fois qu'on va vouloir refactorer, on casse des tests. Donc les tests couplés à l'implémentation, c'est quand on va tester chaque méthode publique d'une classe. Ça, c'est vraiment la définition, je dirais obsolète, mais en tout cas de pré-2010 des tests unitaires. C'est unitaire, c'est une unité de code. C'est vraiment, j'ai une classe de code de production, et pour chaque méthode publique, je vais créer un test unitaire, donc c'est-à-dire pour chaque méthode publique, je vais l'appeler directement dans mon test et vérifier qu'elle retourne bien ce que j'attends. Donc ça, c'est quelque chose où si on change l'implémentation, par exemple si je me dis que là je veux rajouter quelque chose, un paramètre à mon validateur, si je veux changer l'interface de la classe validator, là, chaque fois j'ai tous les tests qui concernent cette classe qu'il va falloir réécrire. Mais réécrire ces tests encore, ça c'est qu'une partie du problème. L'autre partie, c'est que pendant que mes tests cassent, comment est-ce que je fais pour garantir que le test a cassé pour une mauvaise raison et qu'en faisant la modification du test, je ne vais pas oublier un cas limite, que je ne vais pas oublier un bout de comportement. Il y a un moment où on a une perte de confiance parce qu'on n'est pas couvert du début de la modification jusqu'à la fin par nos vérifications automatisées. Et donc ça produit en plus une duplication massive du code de test. Donc quand on est dans ce genre de stratégie de test, on se retrouve à avoir beaucoup de code de test qui au final ne sert pas à grand-chose. Et celui qui teste comme ça, c'est Gollum. Parce que lui, c'est celui qui dit « je ne veux pas qu'on touche mon code ». Parce que la seule manière d'avoir les tests qui ont une vérification de comportement, c'est pas quand on les couple à l'implémentation. Si on couple un test à l'implémentation, tout ce qu'on détecte, c'est pas une régression, c'est un changement. Et vérifier qu'il n'y a pas eu de changement, ce n'est pas le rôle des tests, c'est le rôle de Git. Donc les tests, ces tests-là, c'est lui qui les a écrits. Chaque refactoring en casse, donc du coup, on rejette la pull request. Le code ne peut plus changer. Si on couple les tests à l'implémentation, ça veut dire que l'implémentation du code ne pourra pas changer sans qu'on ait un test qui casse. Et le test, est-ce qu'il a cassé pour une bonne ou pour une mauvaise raison? C'est-à-dire, est-ce qu'il a cassé parce qu'on a introduit une régression que les utilisateurs auraient vue? C'est une bonne raison pour qu'un test casse. Ou est-ce que c'est juste le test casse parce que j'ai changé la structure de mon code et qu'il n'a aucune modification sur le comportement observable de mon logiciel par l'utilisateur? Ça, c'est une très mauvaise raison. Donc la seule valeur d'un test couplé à l'implémentation, c'est empêcher toute modification. C'est vraiment la manière de tester de Gollum. Genre, le code, c'est mon précieux. Je ne veux pas que quelqu'un le touche sans que je sois prévenu.
C'est ça qu'on ne veut absolument pas. Là, on n'est plus dans le cadre d'un filet de sécurité, on est dans le cadre d'un cadenas. On verrouille l'implémentation du code. Donc là, je suis bien gentil, j'enfonce des portes ouvertes, je critique une manière de faire, mais alors comment est-ce qu'on peut faire autrement? Un des problèmes que moi j'ai pu observer déjà, c'est la définition de unitaire. C'est unitaire, si on dit c'est une unité de code isolée, forcément, on va coupler tous les tests à la structure du code. Et donc, pour vous proposer une autre définition de unitaire, je vous propose qu'on réfléchisse une seconde à quoi ça sert un test. Ouais. À valider un métier, oui. En tout cas, un test, c'est un outil qui est au service de notre processus d'assurance qualité et donc à vérifier que la chose qu'on livre, généralement un logiciel, se comporte bien de la manière qui est attendue par nos utilisateurs. Donc un bon test, ça doit avertir que le système n'a plus le même comportement qu'avant, ou alors qu'en tout cas, il n'a plus le comportement souhaitable par les utilisateurs. Et pour que ce soit vraiment un bon test, il doit nous donner confiance pour pouvoir faire des changements sur la structure du code en toute liberté, en sachant que l'utilisateur ne verra aucune régression, même si on a changé la structure du code et qu'on a décidé que le format actuel n'était plus optimal et que pour les features qui sont à venir, alors on aura une structure qui sera sûrement plus adaptée. Donc, pour moi, les caractéristiques d'un bon test, qu'il soit unitaire ou pas d'ailleurs, c'est vraiment d'avertir quand il y a une régression en termes de comportement et de métier, nous donner confiance dans le fait de faire des changements du code, que ce soit pour ajouter des features ou ce genre de choses, et surtout de nous permettre de refactorer sans peur pour qu'on puisse toujours maintenir l'état du système à une structure de code qui est celle qui est la plus optimale pour nous permettre de rajouter des features. Donc, exemple de tests qui sont couplés au comportement, ça peut être, au lieu de là où avant, ce que je faisais, c'était d'appeler un validator, de lui fournir un objet métier, plutôt une data structure même, et de vérifier que la méthode qui dit que l'utilisateur peut voter renvoie bien le booléen à la bonne valeur. Eh bien, au lieu de faire ça, on va essayer de prendre un niveau de recul, se dire, je vais prendre mon service d'enregistrement des utilisateurs, et au lieu de juste dire est-ce que l'utilisateur peut voter ou pas, je vais essayer de l'ajouter à la liste des des électeurs, qui sont sur la liste électorale. Donc pour ça, j'essaie d'enregistrer mon utilisateur. Je récupère la liste de tous les utilisateurs qui sont là, que ce soit dans un mock, un fake, ou quel que soit le type de doublure de test qu'on utilise. Et je m'assure que l'utilisateur qui avait l'âge légal se retrouve bien dans cette liste-là. Et pour être tranquille, je vérifie également que le cas aux limites de l'utilisateur qui a 17 ans ici, quand j'essaie de l'enregistrer, alors je m'assure qu'il n'apparaît pas dans cette liste-là. Et donc, je sais que le système a fait son travail. Par contre, la manière dont le code a été vérifié, la manière dont ça a été mis en place, au niveau du test, ça ne me regarde pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que mes utilisateurs, quand ils vont essayer de s'enregistrer, est-ce que les vérifications pour s'assurer qu'ils ont bien le droit de le faire seront mises en place ou pas? Par contre, la manière dont c'est fait, on le laisse cette responsabilité au code de production et on essaye d'avoir le moins de couplage possible, d'imposer le moins de contraintes possible au code de production, tout en restant, on va dire, dans un fonctionnement dans la RAM, si on veut rester unitaire. Si on commence après à faire des tests d'intégration avec des bases de données, des API, etc., là, on va avoir d'autres contraintes, mais en tout cas, si on veut du test unitaire rapide, on va essayer d'avoir le moins de couplage possible avec le code de prod et de vérifier les comportements sans imposer des manières d'implémenter ces contraintes et ces règles métiers. Donc dans ce cas-là, je teste l'usage du métier complet. Je vérifie le changement d'état du système, plutôt de vérifier qu'une méthode a bien été appelée ou bien qu'elle m'a bien renvoyé le bon paramètre. Et ça me permet d'avoir un code qui est résilient au refactoring interne. Donc je peux changer la structure du système autant que je veux. Je suis couvert par le test et j'ai confiance dans le fait que mon travail n'a pas introduit de régression. Et au final, c'est ça que j'attends le plus, moi, quand je me repose sur une suite de tests automatisés. Autre avantage de cette manière de travailler, c'est que là où avant, la méthode canVote retourne true quand j'ai utilisateur 18 ans, honnêtement, ça nous importe assez peu. Par contre, se dire qu'un utilisateur adulte peut s'enregistrer pour voter, en fait, ce genre de test, juste en le nommant, je peux créer une documentation vivante de mon projet qui fait que rien qu'à partir d'un cahier de test qui serait généré automatiquement, je peux déjà donner un aperçu de capacité que mon système peut implémenter. Et dans le cadre même d'un développement, ça peut servir à se dire, on fait
toute une liste de tests automatisés. On va lister toutes les règles métiers qu'on doit instancier. On génère le cahier de test de manière automatisée par la pipeline d'intégration et on donne accès aux différentes parties prenantes du projet. Comme ça, ils n'ont même pas besoin de déranger les devs dans leur travail. Ils savent OK, où on en est. Bon, on a implémenté 5 tests sur 9, et puis le lendemain, on regarde de nouveau. Cette fois-ci, on est passé à 7. Bon, on voit que ça avance. Ce n'est pas la peine de déranger les équipes, mais on peut garder confiance dans le fait que les gens travaillent à un bon rythme parce qu'on a la vision sur l'état d'avancement des user stories. Donc là, malheureusement, on a perdu trop de temps. Donc là, il n'y a plus le choix. La refonte est un échec. On va devoir trouver une autre stratégie. On a passé 2 sprints, 3 sprints, là, et on se rend compte que ce n'est pas possible. On ne tiendra jamais la deadline pour cette migration. Donc là, il va falloir passer par un autre chemin, le framework maison. Non, là, le framework maison, là, les anciens commencent à se dire « Non, là, ça ne va pas être possible. Là, aller refactorer, c'est trop dangereux. » Tu sais que là, vous savez ce que les développeurs ont caché dans les profondeurs. Ça, vraiment, c'est trop dangereux. Greff dit « Non, mais t'inquiète, j'ai été lead de cette équipe il y a 40 ans, je connais les chemins. » Donc le framework maison, autrefois la fierté de l'entreprise. On avait notre propre query builder. On avait notre propre moteur d'injection de dépendance, notre propre moteur de template. C'était magnifique. Mais le problème, c'est que le framework maison, il a 40 ans. Et ça commence un peu toujours de la même manière, ce genre d'histoire. On se dit, tiens, le query builder dans notre langage, il n'est pas terrible. Ce serait bien si on pouvait faire un peu autrement et puis s'adapter à nos process, tout ça. Puis finalement, du query builder, ça marche, mais pour les tests ou même des fois, ce serait bien d'avoir de l'injection de dépendance. Donc tiens, on va faire notre propre moteur d'injection de dépendance. Et au fur et à mesure, le framework grossit en responsabilité, mais régulièrement, en fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe chargée de maintenir le framework maison, elle ne grossit pas en effectif, ni en moyen. Donc au bout d'un moment, on se retrouve à avoir un truc qui fait tout, moyennement bien, voire pas bien du tout. Et malheureusement, c'est le truc qui est au cœur de toutes les applications et qui est quasiment impossible à migrer. Donc là, le problème de ce genre de choses, on va pouvoir voir. Donc là, nos aventuriers rentrent dans la Moria. On se dit, on va lancer les tests. Les premiers tests passent. Oh, bon, ça va. Déjà, c'est un succès, il n'y a pas de problème. Aucun test en échec. Bon, par contre, peut-être que les 847 skips réserveront des surprises. On va quand même y aller, mais bon, c'est quand même moyennement serein, quoi. Mais ça a l'air de fonctionner, donc peut-être c'est pas si grave. Dans la doc aussi, on trouve le post-mortem de 2019. Donc là, post-mortem, tentative de refacto du framework, équipe 5 développeurs, résultat, abandon après 6 mois, dernière entrée du changelog, un peu plib, on est coincé, les régressions arrivent et fin de l'histoire. Donc là, Gandalf, il a beau avoir été le tech lead de cette équipe il y a longtemps, malheureusement, ça fait longtemps qu'il n'a pas ouvert le repo, ça a beaucoup changé et il n'a aucun souvenir. Donc, comme tout bon magicien, il va se fier à son nez. Et se fier à son nez, on va utiliser ce qu'on appelle des codes smell. Donc, les codes smell, si vous avez déjà cuisiné, vous vous êtes rendu compte que des fois, vous êtes en train de cuisiner, vous voyez, votre plat, tout a l'air de bien se passer, mais il y a un truc qui pue. Donc là, on n'est pas sûr qu'il y ait un problème, mais ça sent mauvais. Le code smell, en fait, ce n'est pas un symptôme d'un bug, c'est souvent plutôt un symptôme d'un problème de design qui est sous-jacent, qui est là, et le fait de le voir ne veut pas dire qu'il y a forcément un problème, mais c'est le genre de choses qui vous alerte sur le fait que peut-être il y a un problème structurel, un problème de design. Donc, dans la famille des codes smell, ceux dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la famille des couplers, puisque le talk étant sur le couplage, je vais vous présenter rapidement les codes smell qui sont là pour indiquer que peut-être vous avez un problème de couplage. Donc les premiers, ça va être les couplers dans large classe, donc ceux qui commencent à importer des dizaines de packages différents. Vous savez, quand vous ouvrez votre fichier et que vous avez déjà 10, 15, 20, 30 lignes d'import avant même d'avoir la première ligne de code, là, c'est déjà probablement que votre classe elle est couplée à trop d'autres classes. Donc là, si en plus, on va importer des packages de type complètement différents, genre accès à la BDD, appel API, classes utils en tout genre et tout ça. Si on a des classes métiers qui instancient des classes techniques, ça, généralement, c'est aussi le symptôme d'un gros problème, parce que ça veut dire que là où vous devriez avoir du code métier, c'est-à-dire du code que les moldus comprennent, genre les product owners et les gens non techniques d'une manière générale, donc ceux qui ont le nom des classes, qui sont les mots de l'espace de votre problème, et pas ceux de l'espace de votre solution. Les classes techniques,
Ça va être les classes de bas niveau, celles qui représentent tout ce qui est connexion HTTP, les arrays, toutes les notions un peu indispensables pour qu'on puisse servir une application à des utilisateurs. Autre problème sous-jacent qu'on peut voir, c'est quand la logique métier est dispersée dans tout le code, au lieu d'être centralisée dans des endroits du code qui sont dédiés à la logique métier. Et enfin, dernier exemple que j'aimerais mettre en avant, parce qu'il est assez facile à détecter et on le voit dans beaucoup de codebases, c'est la violation de la loi de Demeter. Donc la loi de Demeter, c'est une loi qui dit « les objets ne doivent parler qu'à leurs amis proches et pas à des étrangers ». Donc, ce que ça veut dire là, par exemple, ici, c'est on peut voir une classe user et une classe user validator avec des méthodes qui permettent de voir si on peut voter, conduire, acheter de l'alcool. Et donc ici, on peut voir qu'on a un couplage au OneRing qui nous renvoie un user, qui nous renvoie un autre objet user, qui lui nous renvoie un âge. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que notre user validator, il est non seulement lié au OneRing, mais il est aussi à la structure de la fonction getUser, c'est-à-dire en termes de nombre de paramètres et en termes de type de retour. Et à la fin, le user, ici, si on change, au lieu de stocker son âge, mais qu'on stocke par exemple une date de naissance, on va devoir changer non pas les voisins directs de la classe user, mais carrément, ici, on a 1, 2, 3 niveaux de couplage, et donc c'est quasiment impossible de mesurer tous les impacts qu'on va avoir si on commence à changer des objets ici au niveau des feuilles du graphe de dépendance. Donc là, le respect de la loi de Demeter serait que directement dans l'instance de OneRing, on ait une méthode qui nous renvoie à l'âge de l'utilisateur. Donc pareil pour l'alcool et le fait de conduire. Maintenant que j'ai parlé de la loi de Demeter, je voudrais parler d'un autre problème que je vois qui est très fréquemment la source de gros ennuis et de couplage dans le code, c'est le principe DRY, Don't Repeat Yourself. C'est le truc qu'on nous apprend dès les premières semaines d'apprentissage du code. On nous dit bon, ça y est, vous avez fait le même bout de code 3 fois, donc maintenant on va apprendre à faire des fonctions pour que vous n'ayez plus à répéter ce bout de code et que vous puissiez juste appeler la fonction. Ça s'appelle le principe DRY, Don't Repeat Yourself. Sauf que le problème de ce principe-là, c'est qu'à la base, il vient d'un bouquin où les auteurs ne parlaient pas du tout de la duplication de code. On parlait de la duplication de connaissances. Mais par contre, si on applique le principe DRY en tant que duplication de code, on peut se retrouver ici à avoir des refactorings en se disant « Tiens, mais en fait, j'ai le même code à chaque fois là, sur les 3 fonctions. » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mutualiser. Je vais faire un extract méthode où je vais dire « En fait, c'est facile pour savoir si je peux voter, conduire ou acheter de l'alcool. C'est toujours la même chose. Je récupère l'âge de l'utilisateur et je vérifie si c'est supérieur ou égal à 18. » Donc là, j'extrais cette méthode-là et je vais l'appeler partout. Puis là, j'ai encore un peu de duplication, parce que finalement, le getage 18, il est là partout. Donc je vais factoriser encore un peu. Je vais juste vérifier. Je vais avoir une méthode qui s'appelle isMajor, et je vais l'appeler partout. Donc finalement, là, c'est mieux. J'ai pas les lignes de code dupliquées. C'est juste que, bon, j'ai quand même séparé les concepts ici, mais au moins, j'ai plus de duplication de code. Et là, donc, on se retrouve dans une situation comme ça. Mais à votre avis, qu'est-ce qui pourrait mal se passer quand on a ce genre de code ? Vous saviez qu'on peut avoir le PMI à 17 ans maintenant? J'ai appris ça récemment. Autre fonctionne aussi avec notre produit fonctionne, on va faire une croissance à l'international. Et là, on se retrouve sur le marché américain avec des utilisateurs qui peuvent conduire à 16 ans, voter à 18 et acheter de l'alcool à 21. Bon, maintenant qu'on en est là, on va rajouter juste une string country dans le user, et puis on va vérifier. Là, s'il est américain, alors ça change. Puis on se dit, pour le vote, c'est bon, 18. Puis après, on va vérifier, on commence à avoir des if et des else dans tous les sens. Puis si on rajoute un 3e pays, là, on va se retrouver à être dans notre validateur vraiment bien embêté, parce qu'il va falloir contenir toutes les règles de gestion dans le validator. Et là, une fois qu'on est dans ce genre de situation, généralement, c'est là que les bugs arrivent. Donc là, les gobelins arrivent en cascade, on fixe un bug, il y a 3 régressions qui apparaissent, on fixe les régressions, il y a 8 nouveaux bugs qui surgissent, bref, ça vient de partout. On ne maîtrise absolument plus ce qu'on fait, parce que notre validator, finalement, il a encapsulé tellement de règles métiers les unes sur les autres que c'est quasiment impossible de toutes les avoir en tête quand on fait une modification. Donc là, on va appliquer le principe tell don't ask, qui est donc le principe qui dit qu'on va encapsuler les données, c'est-à-dire qu'on s'est aussi appelé respecter le principe d'encapsulation, qui est un des piliers de la programmation orientée objet. Donc on va garder les données qui sont véhiculées par les objets, et on va les mettre dans les mêmes classes
que les méthodes qui sont censées manipuler ces objets. Donc de cette manière-là, on va avoir potentiellement une classe user qui sera abstraite, qui va avoir des méthodes séparées pour les différents concepts qu'on va devoir implémenter. Et ensuite, donc ces choses-là, donc ça va nous permettre, en fait, selon le contexte, au lieu d'avoir une classe qui est capable de gérer tous les contextes, on va avoir une classe qui permet d'instancier des objets qui, eux, ne connaissent que leur propre contexte. Donc c'est là qu'on peut avoir une classe French User qui va connaître les données liées aux utilisateurs français, une classe American User qui, elle, va connaître uniquement les règles de gestion liées aux utilisateurs américains. Et de ces manières-là, si j'ai un âge légal qui change dans un pays ou dans l'autre, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans la classe concernée, modifier ma règle de gestion, modifier les tests qui vérifient cette règle de gestion, et j'ai fini. Je n'ai pas besoin d'aller démêler du spaghetti code en plein milieu d'une classe qui est remplie de if-else, au point que quand on la regarde, en fait, rien que dans la miniature de l'IDE, on voit que ça fait des flèches et des montagnes comme un terrain de motocross. Malheureusement, tout au fond du framework maison, on avait un couplage direct à la base de production. Il était là depuis le début, les fondateurs le savaient, et ils ont préféré ne pas y toucher. Ils ont creusé trop profondément, ils ont couplé tous les services directement à la base Oracle de production. Ce n'est pas une dette technique, c'est un couplage si profond qu'il n'y a aucun service qui peut fonctionner sans la base de production. Sur une code base où je suis intervenu notamment, c'était un système bancaire qui gérait de l'argent, et on s'est dit, apparemment mettre des floats pour du monétaire, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe argent, une classe montant. Sauf qu'un montant, c'est dépendant d'une monnaie. Une classe montant, par exemple en France, on a des euros, on a des centimes. Il y a plein de monnaies dans le monde où la notion de centime n'a pas de sens, ça n'existe pas. Donc il faut pouvoir matérialiser tout ça. Mais toutes ces caractéristiques-là, on va les mettre dans des classes, mais comme c'est un peu pénible de devoir tout le temps maintenir ça à jour, on se dit on ne va pas mettre ça dans le code, on va mettre ça dans la base de données. Et là, on se retrouve avec un système qui ne peut littéralement pas s'allumer s'il n'y a pas une base de données qui lui fournit les différentes informations qui sont liées aux monnaies du monde. Donc pour une appli bancaire, ça rend les choses un peu compliquées pour tester. Mais c'est une histoire vraie. Donc là, Gandalf prend son rôle d'engineering manager, ancien tech lead, et dit là, on arrive sur un terrain beaucoup trop compliqué pour vous tous. Fuyez, je m'en occupe. Et là, donc, il laisse l'équipe avancer et il part en refacto. Et il bosse le soir, les week-ends, il arrête de répondre sur Teams, on voit qu'il est allumé à pas d'heure, qu'il y a des commits à 23h, 2h du mat', mais en tout cas, on n'entend plus parler de Gandalf. Pour éviter ce problème de couplage trop profond à la base de données, on peut appeler ce qu'on appelle le principe d'inversion de dépendance, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme on nous apprend en BTS, comme on l'enseigne malheureusement encore en école actuellement, où quand on commence une application, on part du MCD, donc du modèle conceptuel de données, et ensuite on remonte les couches, on va faire l'inverse. On va dire que notre application, ce n'est pas juste un Excel avec une jolie interface, c'est une application qui permet d'implémenter des comportements, qui résout à des problèmes métiers, et donc on va essayer de dire que la dépendance ne doit pas être du domaine métier vers les couches techniques et la base de données. On va faire l'inverse, on va inverser cette dépendance et faire en sorte que ce soit l'inverse, que ce soit la base de données qui dépend des problèmes métiers pour pouvoir les sauvegarder. Et de cette manière-là, on aura du code qui sera beaucoup plus facile à tester, beaucoup plus facile à faire évoluer. Donc, l'inversion de la dépendance, on peut voir ici, on avait la classe order service, donc qui, elle, va potentiellement instancier la connexion. Donc là, dans le meilleur des cas, on le met dans une variable d'environnement pour qu'au moins entre la dev, la prod et les environnements des équipes, on puisse avoir des bases de données différentes. Mais là, au lieu de se coupler donc ce order service à une base de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lier avec une interface. C'est-à-dire qu'on va avoir un contrat d'interface avec d'autres objets, et le code qui est chargé d'implémenter les règles métiers, lui, ne connaît pas la manière dont sera implémentée la sauvegarde ou la récupération, mais il sait juste qu'on va lui injecter, grâce à un système d'injection de dépendance, un repository, donc un objet qui, lui, connaît la manière technique de répondre à cette problématique. Donc de cette manière-là, on va passer donc, du diagramme qu'on avait avant à celui-là. C'est-à-dire qu'on a notre order service, notre user service, qui ne dépendent plus directement d'une base de données, mais qui dépendent d'une interface. Et cette interface, elle va pouvoir être implémentée par des classes qui sont liées à la classe de prod ou
à juste des implémentations en pur Java, C#, TypeScript, quel que soit le langage que vous utilisiez. Et ça, donc, dans les tests, ça nous permet d'avoir des tests qui simulent le comportement de sauvegarde de la base de données en prod, mais en étant à la fois très rapide parce que c'est in-memory, ça tourne juste dans la RAM, et à la fois en ayant un contrat d'interface qui est respecté. Et on va pouvoir utiliser nos tests d'intégration, nos tests de bout en bout pour vérifier que les classes qui, elles, sont censées vraiment avoir des interactions avec les classes techniques, avec les dépendances externes, vont pouvoir fonctionner exactement comme on les attend, ou en tout cas comme nos utilisateurs les attendent. Malheureusement, après ça, là, l'équipe va devoir retrouver ses marques, donc on va faire un refactoring post-crise. On se pose, on prend acte de la décision, du fait qu'on a échoué avec le framework maison, on écrit la doc, on ajoute les tests et on fait le deuil du code perdu. Parce que dans ces situations-là, généralement, il y a un paquet de branches qu'on ouvre et que finalement, on se rend compte qu'on ne pourra jamais les merger. Donc il faut faire le deuil des fois de ce travail qui aurait été inutile. On pleure Gandalf, qui est en réécriture. Et donc, on va faire un sprint de stabilisation post-crise pour s'assurer qu'on n'a pas introduit de nouvelles régressions. Et donc, pour ça, on peut aller demander des conseils à Galadriel, la QA senior, donc Senior Quality Engineer, qui dit « Je sais ce que tu as vu, c'est aussi dans mon miroir ». Et elle leur fournit donc des outils d'assurance qualité moderne avec des logs structurés. On peut mettre aussi de l'intégration continue. Du monitoring, des feature flags, bref, on peut mettre énormément de techniques pour essayer de merger un legacy trop couplé. Et malheureusement, là, Boromir, pendant tout ce temps, il craque, ça le démange, il n'a pas livré de feature et de story point depuis plusieurs sprints, donc là, il dit non, c'est fini. Là, ok, on a pris de la dette, on a contracté de la dette technique, mais là, il faut qu'on livre. Je sais que c'est pas optimal comme design, mais on remboursera plus tard. On pousse en prod parce que là, moi, j'ai une migration, j'ai pris des engagements avec nos utilisateurs, donc c'est fini. Il faut livrer le sprint 23, donc j'assume qu'il y a le user service qui n'est pas comme il faut, mais tant pis, on y va. Je prends la responsabilité. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Il y a des régressions critiques chez des clients historiques de l'application. Et là, ils ne sont vraiment pas contents. Ils ont eu des interactions dans leur système qui fait qu'eux-mêmes ont eu des interruptions de service. Donc là, malheureusement, Boromir va devoir prendre ses responsabilités. Il voulait livrer trop vite, il a sous-estimé les risques et il va devoir quitter l'aventure. Parce que utiliser la dette comme une feature, c'est quelque chose de toujours très risqué. Des fois, c'est des paris qui peuvent être parfois payants, qui sont même des fois carrément nécessaires, mais il faut quand même toujours être capable de mesurer les risques avant de prendre la décision. J'aurais dû écouter la QA. Pendant ce temps, écoutez, là, Frodon et Sam, le voyage commence. Ils décident finalement de partir de manière plus agile, d'être juste à deux. Ils partent en pair programming pour découpler ce user service, pour la mission la plus dangereuse, détruire l'anneau dans le Mordor. Mais pour eux, le voyage ne fait que commencer. Donc les leçons que moi j'avais envie de transmettre sur la Terre du Milieu, c'est déjà profiter du greenfield, ça ne dure pas. Le couplage non maîtrisé, c'est vraiment un poison lent. C'est vraiment la métaphore que j'utilise parfois, c'est que c'est vraiment comme un boa constrictor qui va étouffer votre projet petit à petit. Si on ne le maîtrise pas dès le début, on risque vite de se retrouver dans une situation qui dérape et c'est plus vite fait qu'on ne le croit de perdre le contrôle. Les frameworks maison vont toujours vous rattraper. Je n'ai jamais vu une seule entreprise avoir un framework maison qui tourne correctement et dont les gens sont satisfaits de la développeur expérience. Je vois que ça parle à d'autres. Je ne demande qu'à avoir tort. Mais je trouve que c'est très ambitieux de la part de certaines entreprises qui ont quelques centaines ou quelques milliers de développeurs de fournir des outils de dev au niveau de ce que des entreprises comme Google, Microsoft ou Facebook peuvent produire. Le Balrog, donc le couplage fort à la base de données, c'est vraiment un piège mortel. Avoir besoin d'une base de données pour ça, c'est vraiment le truc le pire. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir, quand on veut du zéro downtime, rien que juste renommer une colonne, quand on voit le nombre de mises en prod que ça demande pour ne pas faire d'interruption de service, c'est vraiment une très mauvaise idée d'avoir un couplage à ce genre de technologie. Donc prenez le temps de stabiliser. La qualité, ce n'est pas négociable. Et si vous voulez pouvoir continuer d'aller vite, il va falloir toujours garantir que vous avez un niveau de qualité qui est adapté à vos ambitions. Parfois, il vaut mieux retarder la livraison que de risquer la production. Même si on vous dit le contraire, c'est quand même souvent un trade-off qui est pris. Et donc la morale de cette histoire, c'est même la plus petite PR peut changer le cours de l'avenir. Gabriel. Et touchez pas au framework maison, ça vieillit jamais bien. Ça, c'est de moi. Je profite que j'ai réussi à garder 1 minute
pour vous parler d'un outil que j'ai appelé Barad-Dur, parce que Palantir, c'était déjà pris. C'est un analyseur de santé gratuit, open source, vibe codé en Rust pour analyser vos repos à partir de Git. Donc les features principales, c'est de pouvoir détecter les hotspots, le bus factor et le couplage temporel dans vos projets. Donc ça vous permet en 2 commandes bash d'avoir déjà des indicateurs assez forts sur le fait que vous avez des fichiers qui sont souvent trop complexes et qui sont changés trop souvent. Ça vous permet aussi de voir les dépendances circulaires quand vous avez des fichiers qui sont tout le temps modifiés ensemble. Ça peut avoir de la valeur de le savoir. Ça va aussi mesurer votre hygiène Git, la dynamique d'équipe. Et voilà, donc ça vous donne un rapport HTML qui est... bon, je ne suis pas dev front, hein, mais il n'est pas si moche pour un truc web codé. Donc voilà, donc, je voulais aussi terminer cette présentation pour remercier l'orga du DevQuest, remercier tous les sponsors, parce que sans eux, c'est impossible de faire des aussi beaux événements que ça. Et je ne sais pas si on a encore du temps pour des questions, mais quoi qu'il arrive, je serai encore là pour la pause. Merci d'être venu. Ah, et n'hésite pas à soit scanner le QR code, soit aller directement sur le site de DevQuest pour laisser un feedback. Ce sera utile pour améliorer la présentation. On a encore un peu de temps pour des questions. Cool. Du coup, personne n'a eu souci de legacy dans cette salle? J'ai senti beaucoup d'empathie dans la salle à certains moments. S'il n'y a pas de questions. Ça marche. Merci beaucoup pour votre attention. Et, ouais.